Donc dans le cadre des interviews pour le cinquantenaire du lancement du satellite Astérix, qui a fait de la France la troisième puissance spatiale, nous accueillons Marius Lefebvre, qui a travaillé d'ailleurs sur deux lancements importants, Astérix, puis un autre dont il va nous parler. Mais d'abord, sur Astérix, quel a été votre rôle ? Alors j'étais le représentant du CNES. Le CNES avait une certaine fonction pour ce premier lancement, donner les critères de satellisation avec ses moyens de télémesure et de localisation et son centre de calcul de Bretigny. Donc j'étais moi au centre de lancement d'Amaguir pour coordonner ces moyens. Donc vous étiez sur place, là où s'est déroulé le lancement. Ouais. Et vous avez vu de vos yeux la fusée s'élever ou vous étiez sur les écrans de contrôle ? Dans le blocos, on ne voit pas la fusée, on voit les écrans de contrôle. Est-ce que c'est pas un peu frustrant ? C'est un peu frustrant, oui, je suis d'accord. Oui. Mais ceci dit, ce qui est assez amusant, c'est que le tir suivant, il y a eu un arrêt de chronologie pour le lancement des 1A. Et il y avait un journaliste, Albert Ducrot, qui était très connu à l'époque, et qui faisait un reportage. Et il a été le seul à voir la fusée se décoller et voler, alors qu'elle n'avait pas bougé. Ah bon ? Oui, d'accord. Il a cru la voir. Oui, il était tellement absorbé par le lancement que lui, il l'a vu décoller. Bon, donc il a trompé les instruments de mesure. Voilà. Alors on va revenir un petit peu sur Astérix et puis après on parlera de Diapason, je crois. Diapason, oui. Quel a été le sentiment lorsque ça s'est déroulé ? Est-ce qu'on sentait que c'était important pour l'indépendance stratégique de la France ou est-ce que vous étiez juste dans la technique ? Quelle était, je dirais, l'atmosphère qui régnait au sein des équipes ? Alors, deux choses. Alors l'atmosphère dans les équipes, c'était une atmosphère très studieuse. Il faut savoir que l'équipe CEREB a fait un travail considérable, mais ils ont procédé pas à pas, c'est-à-dire que pour chaque étage, des essais ont été faits au sol, des essais ont été faits en vol, et rien n'a été laissé au hasard. Mais comme on sait, souvent, les difficultés viennent des interfaces entre le lanceur et la coiffe, et donc également, un certain nombre d'essais ont été faits, en particulier au centre du Haillon près de Bordeaux, pour vérifier la compatibilité électrique, mécanique de l'ensemble des différents étages et de tous les systèmes électriques du lanceur. Donc je crois que rien n'avait été laissé au hasard. Mais si vous vous projetez quelques années plus tôt, au moment où les Américains ont tenté de mettre sur orbite leur premier satellite, donc fin 57, début 58, il y a eu un certain nombre d'échecs. Les Américains ont connu un certain nombre d'échecs qui montrent que cette opération est très délicate, très difficile sur le plan technologique et opérationnel. Donc il y avait une très grosse inquiétude qui régnait dans l'équipe à ce moment-là. Jusqu'au top 0, tous les agents sont absorbés par la fonction qu'ils doivent assurer. Donc il y a une espèce de silence, mais qui est une concentration sur le travail qu'ils doivent faire. Et puis, une fois que le lanceur décolle, alors là, c'est un peu l'inconnu. Qu'est-ce qui va se produire ? Est-ce que ça va bien fonctionner ? Donc tout le monde attend les informations sur le fonctionnement de la télémesure, sur la trajectographie donnée par le radar Cotal d'Amaguir. Et tout se passait très bien. Ce lancement n'a connu aucun arrêt et tout était parfait. Ce qui était quand même incroyable, extraordinaire pour l'époque. Ça n'est qu'au moment où la charge utile, le capsule, se trouve au niveau de Beyrouth, que la station de télémesure de Beyrouth ne reçoit pas la capsule, la télémesure de la capsule. Alors là, il y a eu une grosse inquiétude, en particulier à Amaguir. Les gens se sont demandé ce qui se passait. Côté Bretigny, tous les responsables avaient les données de la trajectographie et étaient convaincus que la capsule était sur orbite.
Et ceci a encouragé le général Aubinière, qui était le directeur général du CNES, à téléphoner à M. Messmer, ministre des Armées, qui était en Conseil des ministres, pour lui dire, voilà, le satellite est sur orbite. Mais à Maguire, on était toujours un peu dans l'expectative, dans l'angoisse. Et il a fallu attendre le deuxième passage pour effectivement voir que le radar avait bien repris le satellite. Et donc là, on savait que c'était satellisé. En plus, les Américains confirmaient la satellisation, donc tout était absolument parfait. Donc pour être clair, il n'y a pas que les Américains qui ont confirmé la satellisation. Nous, par nos propres moyens, on a pu le faire aussi. Exactement, avant. Voilà. Avant, d'accord. Voilà. Ça, c'est important parce que souvent, on croit que c'est les Américains qui ont dit qu'on était satellisés, mais on avait les moyens de le faire nous-mêmes. Je n'ai pas la chronologie exacte en tête, mais il me semble qu'à Bretigny, ils ont été prévenus avant. Ils ont constaté avant que le satellite était sur orbite et l'ont fait savoir à Mesmer, alors que les Américains, eux, ont téléphoné, d'après ce que je sais, au patron de la CEREB et non pas au patron du CNES. Oui, il faut dire que c'est la CEREB qui faisait le lancement. C'était la CEREB. On doit un grand coup de chapeau à toute l'équipe de la CEREB qui a fait un travail absolument remarquable. C'est vraiment invraisemblable. Pour l'époque. Pour l'époque, oui. Et alors le deuxième satellite, le fameux Diapason, donc c'est lui qui a failli s'appeler Zébulon. Alors voilà. Parce qu'on dit que c'est Astérix qui a failli s'appeler Zébulon, il y a les deux versions. Non. Non, selon vous, non. Voilà. Non. Les choses se sont passées de la façon suivante. Donc j'étais avec toute l'équipe du CNES à Maguire. On a préparé le satellite dans les installations de la base Blandine, qui était la base fusée-sonde, où le CNES préparait ses fusées-sondes. Et puis à un moment donné, on a transféré notre satellite et tous les équipements vers la base Diamant. Donc on était prêt pour le lancement pour, je crois, le 10 février. Et le 9 février au soir, il était prévu un dîner entre les responsables de la CEREB, du CNES et les journalistes qui étaient présents. Et les journalistes se sont tournés vers nous en disant, écoutez, il faut trouver un nom à votre satellite. Regardez, Astérix a permis de faire connaître très largement, c'était une très grande publicité pour la capsule CEREB. Vous devriez trouver un nom. On a dit, on n'a pas trouvé de nom, mais cherchez. Alors, j'ai pensé, moi, à Zébulon, parce que Zébulon était un petit personnage qui était monté sur ressort, que mes enfants regardaient tous les soirs à la télé. C'était l'émission Le Manège Enchanté. Voilà. Et puis, notre satellite était monté sur ressort aussi. C'était un ressort qui l'éjectait vers le vide. Et donc j'ai dit, bien, Zébulon. Alors tout le monde a dit, oui, bien, Zébulon, c'est pas mal. Bon. Et le lendemain, la responsable des services de communication du CNES, Lise Besset, me téléphone en disant non, ça va pas, parce que Zébulon, c'est un mot qui se rapproche de Zébi, qui est un mot arabe qui n'est pas très gentil, qui n'est pas très, très élégant. Et donc il faut absolument ne plus parler de Zébulon. Et je propose Diapason. Et c'est vrai que c'était un joli nom, Diapason. Donc le satellite a été appelé Zébulon pendant un jour ou deux. Et le père de Zébulon nous a envoyé d'ailleurs toute une panoplie de maquettes à Bretigny. Est-ce qu'il y a 50 ans, vous mesuriez l'importance que pourrait avoir le spatial plus tard, ce qu'on pourrait faire avec? Parce que là, vous étiez des pionniers. Est-ce que vous imaginiez qu'on pourrait avoir des applications aussi concrètes que le GPS, l'observation de la Terre? Pas tout, mais oui. Il faut bien se remettre dans le contexte. Le premier satellite artificiel, Sputnik, 1957, octobre 57. Le premier satellite américain, début 58. Et tout de suite après, dans les mois qui ont suivi, l'Organisation internationale des télécommunications, IUT,
a fait savoir qu'il y avait un très grave problème de liaison entre l'Europe et les États-Unis, qu'il y avait seulement des câbles sous-marins pour permettre 80 liaisons téléphoniques en parallèle, que c'était nettement insuffisant, qu'il faudrait assurer au moins 800 liaisons téléphoniques en parallèle, et que la seule solution qui était possible, c'était les satellites de télécommunication pour des raisons de coût et de délai. Et tout de suite après, les Américains se sont engagés dans cette voie pour la création d'une agence qui était Intelsat, et les Américains comptaient bien complètement contrôler Intelsat en fournissant seuls les satellites et seuls les lanceurs. Et pour faire bien comprendre ça au monde entier, le président Nixon, à l'époque, a fait savoir qu'en aucun cas les Américains n'aideraient les pays qui développeraient des satellites de télécom concurrents. Donc on a bien vu que le spatial devenait une activité très sensible, stratégique, d'importance économique première. Et c'est ce qui avait encouragé le général de Gaulle à créer d'une part le CNES en 1961. Tout de suite, il s'est engagé dans la création de 2 organismes européens, ESRO et ELDO, pour les satellites et les lanceurs, et il a fait en sorte qu'on ait des lanceurs de satellites qui soient réalisés à partir des missiles. Et en 1962, le président du CNES a signé un protocole d'accord avec les armées, avec la CEREP, pour la réalisation de 400 lanceurs diamants. Donc, en plus de ça, quelques semaines aussi après l'organisation de télécommunications, une autre organisation mondiale, qui est l'Organisation mondiale de maritime, a fait savoir que pour régler les problèmes dans le domaine maritime, il fallait des satellites. Donc déjà à l'époque, l'enjeu de l'indépendance spatiale était clairement établi. Oui, oui. L'enjeu économique de l'intérêt du spatial était connu. Bien écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. 50 ans plus tard, la grande aventure spatiale française continue. Merci.